Dans cette section, nous allons faire quelques rappels de relativité restreinte. Il est fort possible que certains d'entre vous suivent en même temps le cours de relativité générale, donc je dirais que les rappels qui sont faits dans le cours de relativité générale sont plus complets, sont meilleurs, donc vous pouvez certainement visionner les vidéos correspondantes si vous voulez. La différence entre le cours de subatomique et le cours de relativité générale est une différence de notation très légère. C'est que dans le cours de subatomique, on va utiliser les indices grecs comme indice d'espace-temps, alors que dans le cours de relativité générale, on utilise des indices latins, c'est-à-dire I, J, K, L, ainsi de suite. Mais c'est une différence somme toute mineure. Comme en relativité générale, nous allons supposer que la métrique d'espace-temps, donc la signature de l'intervalle dans l'espace-temps est plus, moins, 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 donc le tenseur métrique prend cette forme ici. Donc, le tenseur métrique contravariant a exactement la même forme. Encore une fois, si vous avez oublié la différence entre indice covariant et contravariant, je vous réfère à des vidéos correspondantes du cours de relativité générale qui sont aussi disponibles sur le cours de subatomique. L'intervalle, l'intervalle entre un point dans l'espace-temps et l'origine, par exemple, est donné par cette expression, bien sûr, qui peut aussi s'écrire en fonction du tenseur métrique de la manière suivante. Donc, j'aurai ici G mu nu fois X mu X nu, comme ceci, avec la notation d'Einstein, la convention de sommation qu'on utilise sur les indices répétés, dont un est contravariant, c'est-à-dire en haut, et l'autre covariant, c'est-à-dire en bas. Lorsque l'on fait des changements de référentiel, donc on peut utiliser la transformation de Lorentz pour passer d'un référentiel à l'autre, en autant que les deux référentiels soient inertiels. Donc cette transformation de Lorentz, bien sûr, elle a cette forme ici. Et vous aurez remarqué que l'on a laissé tomber la vitesse de la lumière. Donc nous allons utiliser dans ce cours partout les unités naturelles dans lesquelles la vitesse de la lumière est égale à 1, ce qui revient à dire que l'on mesure les distances en secondes ou les temps en mètres avec les facteurs de conversion appropriés. C'est conforme bien sûr à la définition fondamentale du mètre qui est définie en fonction de la seconde. Donc c'est déjà compris dans la métrologie officielle que la vitesse de la lumière est un invariant, est une constante universelle, qui ne fait que définir un facteur de conversion entre distance et durée, finalement. Donc, dans cette forme des transformations de Lorentz, bien sûr, on a l'expression gamma ici qui revient à 1 sur racine carrée de 1 moins v carré. Encore une fois, c est égal à 1. On peut exprimer cette transformation de Lorentz en fonction de la rapidité. Donc, c'est ce qu'on appelle ici eta. La tangente hyperbolique de eta est égale à bêta. Bêta, en fait, c'est la même chose que la vitesse. Donc, je pourrais écrire essentiellement égal, excusez-moi, égal v, c'est pareil, puisque c est égal à 1, donc on ne distingue pas les deux. Et donc, en fonction de la rapidité, dis-je, la transformation de Lorentz prend la forme suivante avec les cosinus et sinus hyperboliques de eta. On peut écrire en général la transformation de Lorentz de cette manière, donc quand on passe d'un référentiel à l'autre, donc le x' est donné par x à travers cette matrice lambda mu nu. Et donc la transformation qu'on vient de voir correspond à la matrice suivante. Mais en général, cette matrice pourrait avoir une forme différente selon la direction relative des deux référentiels, donc la vitesse relative et aussi les rotations possibles des axes d'un référentiel à l'autre. Et donc en général, la transformation lambda devrait respecter la condition suivante qui est nécessaire et suffisante pour que l'intervalle ait exactement la même forme dans les deux référentiels. En général, un quadrivecteur se transforme de cette manière, enfin se transforme exactement comme ceci. Si c'est un quadrivecteur avec indice contravariant, si c'est un quadrivecteur avec indice covariant, il se transforme avec la matrice lambda moins 1, la matrice inverse. Donc, quels sont les quadrivecteurs de base ou les plus importants? Bien sûr, le quadrigradient, qui est un quadrivecteur fondamentalement covariant, donc qui se transforme comme ceci. On le voit tout de suite d'après les lois de composition des dérivés. Le temps propre n'est pas bien sûr un quadrivecteur, mais c'est un invariant.
Donc, la différentielle de temps propre, c'est la même chose que la différentielle d'intervalle, un facteur c près qui est égal à 1. Donc, on pourrait écrire le long d'une ligne d'univers, quand une particule se déplace, que la différentielle de temps propre de cette particule est donnée par ceci, c'est-à-dire dt fois la racine de 1 moins v carré, ou dt sur gamma. Donc, essentiellement, gamma est toujours plus grand que 1, donc la différentielle de temps propre est toujours plus petite que la différentielle de temps coordonné correspondant. Le temps propre total le long d'une ligne d'univers est donné par cette intégrale, bien sûr. La quadrivitesse est définie comme étant la dérivée de la quadriposition d'une particule par rapport au temps propre, à son temps propre. Et en termes de quantité plus familière, donc ces composantes sont données par ça ici. Donc la composante temporelle est égale à gamma et les composantes spatiales sont gamma fois la vitesse ordinaire de la particule. Le temps propre total peut bien sûr aussi s'exprimer comme une intégrale de u par dx. C'est simplement une question de diviser et multiplier par la différentielle de temps propre. La quadri-accélération est la dérivée de la quadri-vitesse par rapport au temps propre. Et encore une fois, si on l'exprime en fonction des quantités habituelles, la vitesse 3D et l'accélération 3D, on obtient cette expression aussi un peu plus compliquée. Et on a, avec cette quadri-accélération, la quadri-vitesse, on peut construire des invariants. Par exemple, le produit scalaire, en guillemets, de la quadri-vitesse avec la quadri-accélération est un invariant qui est toujours égal à 0, donc il n'est pas très utile. Alors que la grandeur de la quadri-vitesse elle-même, qui n'est pas indiquée ici, est toujours égale à 1, ça non plus pas très utile. Par contre, la grandeur de la quadri-accélération est un invariant qui, lorsqu'on l'exprime en fonction des quantités ordinaires, est égal à ceci. Ça, c'est plus utile. Donc, ça nous dit que, quel que soit le référentiel, si on considère une particule en mouvement, cette combinaison d'accélération, de vitesse et de facteur gamma va toujours être la même. Autre quadrivecteur important, le quadricourant. Donc, quadricourant qui est formé donc, dans sa partie temporelle par une densité de quantité conservée, par exemple la densité de charge électrique, et dans sa partie spatiale par la densité de courant, donc en fait la densité de charge fois la vitesse du fluide associé. Donc on pourrait écrire généralement que la densité de courant d'une certaine quantité est égale à la densité volumique de cette quantité fois la vitesse de ce fluide, comme ceci. Comment peut-on vérifier ou se rassurer quant à la nature quadrivectorielle de la densité de courant? Il suffit de regarder l'équation de continuité. L'équation de continuité qui stipule que la divergence de J plus la dérivée par rapport au temps de ρ est égale à 0. Cette équation de continuité est une façon d'écrire la conservation, enfin c'est une manifestation de la conservation de la quantité donnée, donc de la charge électrique par exemple. Conservation de la charge implique que la charge qui sort d'un volume fermé, qui peut se mesurer dans l'intégrale du volume par l'intégrale de d ρ dt, serait compensée par le flux de la quantité qui sort du volume, donc par le théorème de la divergence. Ça revient à dire que la divergence de J compense la dérivée par rapport au temps de ρ. Donc la somme de ces deux quantités donne 0, c'est la conservation de la charge électrique. Si on l'écrit en fonction de quadrivecteur, en se servant des composantes qui sont ici et du quadrigradient, ça nous donne cette relation-ci. Et le fait que ce soit une contraction, donc une somme ou un produit scalaire, si on veut, dans l'espace-temps, nous garantit que cette expression est invariante. Donc, en quelque sorte, si la conservation de la charge est valable dans un référentiel, elle l'est automatiquement dans tous les autres. J'ai ici une expression qui nous donne donc la densité de courant en fonction d'une distribution de particules ponctuelles. Donc, c'est un peu banal, mais donc on somme sur les différentes particules. Pour chaque particule, on a la charge, on a la vitesse fois la densité. Et la densité à un point donné, pour une particule donnée, c'est bien sûr une fonction delta. Alors, quand j'écris une fonction delta comme ceci avec un argument qui est un vecteur, ça veut dire bien sûr une fonction delta en 3 dimensions. Autrement dit, ça veut dire, donc quand j'écris delta de R comme ceci, c'est synonyme de delta X, delta Y, delta Z. Okay.
Une façon, à partir de là, d'écrire une expression pour le quadrivecteur courant, c'est de se rendre compte que, bien sûr, si on intègre une fonction delta reliée à une particule donnée sur les positions possibles de cette particule, on obtient 1, c'est la définition de la fonction delta. Et donc, on peut combiner cette expression ici à l'expression qu'on avait auparavant de la quadrivitesse, qui est celle-ci. On combine les deux. Et bien sûr, le fait que... Et on obtient, pardon, donc cette expression pour le quadricourant. On a ici 1 sur gamma qui intervient parce que l'on veut ici compenser le facteur gamma qui est dans cette partie de U. On sait que cet objet-là est un quadrivecteur. Ça, bien sûr, c'est la charge électrique, c'est invariant. Et donc, il nous reste cet objet-ci qui est une espèce de densité divisée par gamma. Et qui, si J mu est un quadrivecteur et que U mu est un quadrivecteur, forcément, cet objet-là devrait être indépendant du référentiel. Un scalaire, en quelque sorte. Ce qui est le cas parce qu'en tant que densité, le facteur delta doit être multiplié par un facteur gamma qui est associé à la compression, à la contraction des longueurs lorsqu'on passe d'un référentiel à l'autre, de manière à ce qu'au total, cet objet ici ou cette quantité soit la même pour tous les référentiels. Ensuite, la dynamique relativiste. Dans ce cours, on va abondamment utiliser le principe de moindre action. Ça va être un des principes théoriques de base sur lesquels on va travailler pour construire des théories impliquant des particules élémentaires. C'est très important. Dans le cas de particules ponctuelles libres, eh bien, ce principe de la moindre action est aussi utilisé pour arriver à une expression relativiste de l'énergie et de la quantité de mouvement. Donc, l'action d'une particule libre en relativité, encore une fois, ce sont des rappels, est donnée par l'intégrale du temps propre le long de la trajectoire ou de la ligne d'univers de la particule, fois un scalaire, donc une constante qui est moins la masse de la particule. Lorsqu'on écrit ça en fonction du temps et de la vitesse, on obtient cette expression-ci. Par définition, donc, du Lagrangien, ça nous donne cette forme du Lagrangien. Je l'ai appelé L0 parce que c'est le Lagrangien sans interaction, donc pour une particule libre. Si on fait un développement aux basses vitesses, un développement de Taylor, on obtient cette forme qui correspond bien au Lagrangien habituel en mécanique classique d'une particule libre, sauf pour une constante additive qui ne joue aucun rôle dans ce cas-là. La quantité de mouvement ou l'impulsion ou le moment conjugué à la position est donnée par cette expression, par définition, et ça donne, quand on dérive donc cette quantité-là, on obtient bien mv divisé par racine de 1 moins v carré, donc c'est la forme relativiste de la quantité de mouvement. Le hamiltonien, qui est toujours donné par cette expression, et quand on l'applique bien sûr à cette forme de P et de L0, nous donne cette expression. Si on met au même dénominateur, on trouve ceci. Donc, on trouve l'énergie relativiste. Encore une fois, on a mis C égale à 1. Donc, en réalité, on pourrait l'écrire mc carré divisé par racine de 1 moins V2 sur C2. Si on exprime le hamiltonien en fonction de P, et c'est ce qu'on devrait faire parce que la vitesse n'est pas une quantité fondamentale, la quantité de mouvement est plus importante, on obtiendrait cette forme. Et encore une fois, si on développe en fonction de, en puissance, si vous voulez, de la grandeur de P, on suppose que P est petit, bien on obtient cette expression non relativiste où j'ai une constante additive qui est l'énergie de masse et l'énergie cinétique habituelle en fonction de la quantité de mouvement. On peut définir pour une particule la quadri-impulsion, qui est simplement la masse fois la quadri-vitesse. Donc, il y a les composantes suivantes. Les composantes de la quadri-impulsion sont l'énergie pour la partie temporelle et la quantité de mouvement habituelle, donc pour la partie spatiale. La relation entre énergie et quantité de mouvement se trouve bien sûr en calculant l'invariant. Donc, si on calcule P mu, autrement dit cette combinaison, donc P mu, on obtient E carré moins
P carré, donc, et c'est aussi égal, d'après la forme que l'on a ici, à M carré, parce que bien sûr, le carré de la quadrille vitesse est égal à 1, donc le carré de P est égal à M carré. Donc, cette formule nous donne une relation entre l'énergie et la quantité de mouvement ou l'impulsion. Donc, c'est ce qu'on appelle la relation de dispersion. Le fait que le quadrille vecteur, enfin que la quantité de mouvement et l'énergie forme le quadrille vecteur est important dans les processus de collision. Si on a, par exemple, deux particules numérotées 1 et 2 qui collisionnent et qui donnent deux autres quantités de mouvement suite à la collision, donc on pourrait étiqueter 3 et 4, eh bien la loi de conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement, lorsqu'on les met ensemble, donc prennent la forme suivante, qui est une combinaison de quadrivecteurs. Donc, cette combinaison est égale à 0. C'est la conservation d'énergie pour la partie temporelle et la conservation de la quantité de mouvement pour la partie spatiale. Le fait que ce soit un quadrivecteur est important, puisque si c'est 0 dans un référentiel, eh bien, cet objet, qui est un quadrivecteur, doit être nul dans tous les autres référentiels. Donc, c'est une façon d'exprimer un fait fondamental de manière indépendante du référentiel. Une particule libre aurait, ou une onde, généralement, aurait une forme exponentielle. Donc, on va écrire de la manière suivante. Donc, la fonction d'onde serait donnée par une exponentielle comme ceci de moins i p mu x mu. Ce qui revient à dire, quand on l'exprime en fonction d'un vecteur d'onde et d'une fréquence, donc là j'ai un facteur de h bar entre les deux, ça s'exprime comme ceci. Alors, une autre remarque importante ici, dans les unités naturelles en physique subatomique, on va supposer que h bar est égal à 1. Donc, vous allez me dire, ça fait C égale à 1, h bar égale à 1, quoi d'autre? Eh bien, c'est tout. Il n'y a pas d'autre constante qui nécessite d'être mise à l'unité, tout simplement parce que une fois qu'on a mis C égale à 1, on a traduit les temps en longueur. Une fois qu'on a mis h bar égale à 1, on traduit des énergies en fréquence, en hertz ou en secondes à la moins 1, si vous voulez. Donc, les unités de l'énergie sont les unités inverses du temps, ou donc de la longueur dans ce cas-ci. Ce qui fait que si on voulait faire une analyse dimensionnelle avec ces unités naturelles, on verrait que donc, tous les temps et longueurs ont les dimensions de longueur, alors que les masses, énergie, fréquence, quantité de mouvement ont les unités inverses de la longueur. Et on ne peut pas vraiment demander plus que ça, à moins de définir une espèce de masse standard qui serait égale à 1, ce qu'on ne fait pas. Bon, donc c'est pour ça que cette expression, en fonction du vecteur d'onde K, est identique à celle qu'on aurait en fonction de la quantité de mouvement. Autrement dit, on ne fait pas de distinction entre vecteur d'onde et quantité de mouvement parce que le rapport entre les deux est égal à h bar. De même, on ne fait pas la distinction entre énergie et fréquence. Le rapport entre les deux est égal à h bar et donc égal à 1. Notez que le fait que la composante temporelle d'un vecteur covariant est la même que sa composante temporelle dans le vecteur contravariant. Par contre, pour les composantes spatiales, c'est l'inverse. La composante spatiale des vecteurs covariants prend un signe par rapport à celle aux composantes contravariantes. Donc, c'est pour ça que cette expression-là me donne, si on regarde la composante temporelle ou la contribution temporelle à cette expression, mais c'est précisément oméga fois t, donc j'ai moins i oméga fois t. Alors que les composantes spatiales de la quadrille impulsion seraient ici simplement données par moins le vecteur d'onde. Donc, je pourrais écrire quelque chose comme ceci. D'accord? Simplement par la différence entre les composantes covariantes et contravariantes, telles qu'obtenues en appliquant le tenseur métrique, là je vais loin, qui est ici et qui me permet de transformer des composantes covariantes en composantes contravariantes.
Bon, pour terminer presque terminer, ici, signalons des relations utiles entre quantité de mouvement, énergie, vitesse et gamma. Donc, la vitesse d'une particule peut s'exprimer comme le rapport entre la grandeur de sa quantité de mouvement et de son énergie. On le voit d'après les formes explicites de P et de l'énergie, donc la vitesse est le rapport des deux. Et le facteur gamma est essentiellement le rapport entre l'énergie et la masse. On le voit aussi ici, n'est-ce pas? Donc, énergie divisée par masse donne facteur gamma. Donc, ces choses-là ces formules sont très utiles. On essaie de ne pas se servir de la vitesse en autant que faire se peut. Dernière remarque, les particules de masse nulle. Donc, bien sûr, en relativité, il est possible de concevoir des particules de masse nulle qui ont une énergie non nulle. Bien sûr, le photon est l'exemple le plus courant. Donc, si la masse est nulle, la relation entre l'énergie et la quantité de mouvement est simplement celle-ci. Donc, énergie égale grandeur de la quantité de mouvement. Et la vitesse, à ce moment-là, doit nécessairement être égale à la vitesse de la lumière. Autrement dit, dans nos unités, V doit nécessairement être égal à 1. Sinon, et bien sûr, certaines de ces formules ne fonctionneraient pas, n'est-ce pas? Donc, si on veut que la masse soit nulle et que la quantité de mouvement ne soit pas nulle, il faut absolument qu'on ait ici 0 sur 0. Donc, il faut que le dénominateur soit nul obligatoirement. Et ça peut aussi se voir du rapport qui est ici, étant donné la relation qui est là. Hein? Ça peut se voir de plusieurs façons différentes. Toute particule massive, cependant, se comporte comme si sa masse était nulle quand son énergie est beaucoup plus grande que sa masse. Autrement dit, si l'énergie E est beaucoup plus grande que la masse, à toute fin pratique, une particule se comporte comme si elle avait une masse nulle. Donc, à toute fin pratique, par exemple, les neutrinos qui ont des masses extrêmement petites vont, dans les circonstances habituelles de leur énergie, se comporter comme des particules de masse nulle. De même, un électron qui serait produit dans un accélérateur de très haute énergie, par exemple, qui aurait 50 gigaélectronvolts d'énergie, eh bien, ce 50 gigaélectronvolts serait essentiellement 100 000 fois plus grand que sa masse. Donc, à toute fin pratique, sa masse est nulle. Un petit mot sur les unités. Donc, on va utiliser pour les énergies toujours des électronvolts et non pas des joules. Donc, c'est l'unité de base utilisée en relativité ou en physique subatomique. Donc, il faut se souvenir que la masse de l'électron est donnée par un demi-mégaélectronvolt, ou en fait, pour être plus précis, 0,511 mégaélectronvolts. La masse du proton, par comparaison, est à peu près de 987 mégaélectronvolts. Et il y a un facteur de conversion qui va être extrêmement utile, qu'on va utiliser à profusion dans plusieurs problèmes, et qui nous sert à traduire les unités naturelles en unités ordinaires, ou SI. C'est l'expression de H bar C. Donc, si on se place dans le système SI, H bar C est une constante égale à 197 mégaélectronvolts Fermi. Ce que j'appelle un Fermi, c'est un femtomètre. Donc, bien sûr, H bar C a les unités d'une énergie fois une longueur, parce que H bar, c'est quelque chose qui a les unités de l'action. L'action, c'est énergie fois temps, n'est-ce pas? Donc, énergie fois temps d'un côté, ici, et longueur divisée par temps, pour ce qui est de la vitesse de la lumière, me donne bien énergie fois longueur. On peut l'exprimer en joules, mètres, etc. Mais si on convertit en mégaélectronvolts et en Fermi, on obtient un nombre assez simple, 197. Donc, s'il y a un nombre, une constante qu'il faut retenir par cœur, parce qu'elle est très utile, c'est celle-là. H bar C est égal à 197 mégaélectronvolts Fermi. Et on pourra faire à l'occasion des exercices de conversion d'unités qui se servent de ce facteur de conversion. Merci.